Bonjour, nouveau DLC Charter of Commerce pour Victoria 3 qui vient de sortir. Alors, il change pas mal de choses dans la manière dont on joue à Victoria 3. Dans ce guide, on va aborder tout le volet commercial et ses implications sur les mécanismes économiques. Donc, bien sûr, on va parler de la manière dont le commerce fonctionne, les carrefours commerciaux, les implications aussi pour tout ce qui est import, export et votre économie intérieure. Ce guide est destiné, bien sûr, à tout le monde, débutants, joueurs confirmés. Et puis, si c'est pas déjà fait, n'oubliez pas de soutenir la chaîne en vous abonnant, en mettant un pouce bleu et en partageant cette vidéo. On commence par la première partie de ce guide, l'interface. Donc, comme d'habitude, le bouton marché, vous l'ouvrez. Alors là, on apparaît sur la fenêtre des biens. Comme ça, effectivement, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ils ont rajouté, là, comme vous le voyez, un sous-panel dans le cas où vous auriez un bien de prestige. Pour ceux qui n'auraient pas vu d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les biens de prestige. On a toujours les mêmes données, le prix du marché, donc bien sûr, hein, c'est le prix sur le marché français au global. Le solde que vous avez, donc positif, négatif, là on est positif pour le coup. Vous avez ici tout ce qui est lié à la vente. Tous les ordres de vente, grosso modo, c'est ce qu'on produit sur le marché. Là, vous avez les ordres d'achat. Et alors, c'est un petit ajout que je trouve moi sympa. Vous avez en dessous une barre. Et cette barre est là pour vous donner un indice visuel sur la part qui part à l'export. Là, vous voyez, on a 21K. Sur ces 21K, vous voyez qu'on a centre de commerce 4,02K. Et donc, on a cette petite barre qui nous dit dépendance du marché français à l'égard du marché mondial de charbon, 19%. Voilà. Et là, on vous remet le détail. 21K d'ordre d'achat au total, dont 4K proviennent des exportations vers le marché mondial. Et vous avez après vers qui vous exportez. Donc c'est un petit ajout visuel, mais que je trouve bienvenu. Ça nous permet de facilement avoir une idée à peu près de notre dépendance aux exportations, ou d'ailleurs aux importations. Parce que dans le cas où vous importeriez, ce sera à peu près la même chose. Alors, on a toujours la capacité, bien sûr, de régler par catégorie de biens. Par exemple, hein, voilà, bien de luxe, bien industriel ou autre. Vous pouvez toujours cliquer dessus, bien sûr, pour les trier en fonction de ce que vous voulez. Vous avez toujours ici le rapport mensuel des prix, ça n'a pas changé pour le coup. Bon, je vous dirais que c'est pas très utile le rapport mensuel des prix, mais bon, voilà, si vous voulez, en tout cas, il est là. Et alors, en bas, vous avez alors un bouton sur lequel il va falloir souvent cliquer. Hop, on arrive dans le marché mondial. Alors, le marché mondial, vous avez deux fenêtres, on va commencer par la première. Vous avez ici, littéralement, tous les biens disponibles sur le marché mondial. Et vous avez aussi, résultat, les balances, en fait, comme pour votre propre pays. Donc là, on voit, hein, disponible à l'exportation et le nombre de quantités importées par les pays de la planète. Donc là, vous voyez, hein, clairement, hein, on a beaucoup plus de produits disponibles que d'achats. Donc plus de ventes que d'achats. Alors, et là, vous voyez un petit truc intéressant, mais on y reviendra plus tard. C'est, vous voyez le détail sur comment, en fait, est évalué le prix. Bien sûr, vous avez aussi les filtres, etc., etc. Ok, maintenant on va s'intéresser, parce que vous allez voir, c'est plutôt la deuxième fenêtre qui nous intéresse, celle des participants. Alors, ici, vous avez un graphique qui vous montre quel marché importe le plus. Je précise un truc de suite, parce que quand vous voyez un chiffre comme 21,2, c'est grosso modo des unités. Donc, ça veut dire que le marché prussien importe 21 000 de ressources. Dans ce cas-là, c'est pareil, le marché britannique exporte 25 000 de ressources. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que vu que chaque ressource n'a pas la même valeur, Paradox serait mieux fait de nous mettre pour le coup la même chose, mais en fait avec la valeur économique des exports et des imports de chaque marché. Ça aurait été beaucoup plus parlant. Parce que là, de savoir que bon, le marché prussien importe 21 000 unités, s'il importe 21 000 voitures, ça n'a pas la même valeur que par exemple le marché britannique qui exporte, je sais pas moi, 25 000 unités de bois. Donc c'est pour ça que ce qui nous intéresse le plus, ça va être la deuxième partie du tableau. Donc vous avez l'origine du marché, vous avez importation, exportation, donc là pareil, ce sont les unités, hein, comme on le voit, hein, qu'ils importent, qu'ils exportent. Et ce qui vous a intéressé, c'est cette dernière ligne. Pourquoi? Parce que ça vous donne une idée de l'argent qui rentre et qui sort de votre marché, tout simplement. Vous avez ici les exportations, vous avez ici les importations. Dans le cas du marché britannique, on est d'accord qu'il exporte plus qu'il importe en termes de valeur. Mécaniquement, ça veut dire qu'il y a plus d'argent qui rentre dans son marché qu'il n'en sort. Et pourquoi c'est important?
Parce que si ce déséquilibre n'est pas corrigé, par exemple, par des investissements, c'est de toute façon le seul moyen que vous aurez pour rééquilibrer votre balance, ça veut dire que littéralement, votre pays se fait sucer sa richesse. Vous vous appauvrissez petit à petit. Donc c'est pour ça qu'il va falloir en permanence venir sur le marché mondial et vérifier comment est votre balance. Alors si vous avez de légers déséquilibres, comme là c'est le cas du marché russe, c'est pas la mort. Mais si par contre vous êtes là comme le marché autrichien, c'est pas la même. Hein. Le déficit commercial de 300 millions à l'année, vous allez le sentir passer. Et vous allez me dire, mais dans le cas où j'ai un déficit, je fais comment? Alors, on va reprendre l'exemple, mais soit vous pouvez négocier avec l'autre pays de compenser en fait cette différence au niveau du commerce via des investissements dans votre pays pour produire sur place. Mais le problème, c'est que ça lui permet aussi de prendre le contrôle d'une partie de votre économie, ce qui n'est pas toujours idéal. Sinon, le mieux, c'est d'appliquer des barrières douanières et d'augmenter la prod directement dans votre pays par vous-même, pour moins vous reposer sur les importations. Alors, deuxième onglet où vous allez souvent passer aussi, vous voyez là les exportations, donc les importations avec le nombre d'unités, hein, donc ça c'est ce que vous exportez, voilà, vous avez vous exportez le plus en termes de volume, et là pareil pour les importations. Vous avez ici donc les filtres, hein, hop, comme d'habitude. Et alors, en début de partie, ce que je vous conseille, parce que là vous avez donc, vous voyez, tout commerce uniquement échangé, ou tout affiché, uniquement échangé, c'est-à-dire ça n'affiche que les relations où vous avez des routes actives. Si vous n'avez pas de route active, ici vous ne verrez rien. Donc, en début de partie, vous mettez tout affiché. Voilà, comme ça vous avez littéralement tout. Donc ici, on a le bien. Ici, on a le prix du bien sur le marché. Donc là, dans ce cas-là, le marché français. Ici, vous avez le prix du bien sur le marché mondial. Et là, vous avez les droits de douane que vous taxez. Moi, actuellement, je suis en loi protectionniste. Vous avez ici, si vous importez le volume et si vous exportez le volume, là, bien sûr, les clients qui se succèdent. Et là, vous avez les possibilités soit d'appliquer, vous voyez, des droits de douane, soit d'appliquer des subventions. Alors, concernant les subventions, attention, il y a deux types de subventions. Ici, tout ce que vous aurez à gérer, ce sont les subventions commerciales. Les subventions, par contre, directes aux entreprises existent toujours et se retrouvent sur le menu bâtiment. Comme d'habitude, ça n'a pas changé. Donc, en protectionniste, au départ, vous commencerez toujours, en général, à 12,5 de droits de douane. Que ce soit pour importer ou exporter, c'est la base. Vous pouvez rebasculer sur 0, voilà, et vous pouvez aller jusqu'à 50%. Dans quel cas vous voulez taxer et dans quel cas vous voulez subventionner? Alors là, il y a plein de réponses possibles. On va prendre un exemple pour les droits de douane à l'export. Vous voulez exporter un bien, le fait de le taxer va augmenter son prix pour le marché mondial. Donc, vous ferez peut-être plus d'argent parce que vous taxez ce bien, mais ça diminuera vos volumes. Pourquoi? Parce que le prix sera plus cher, ce qui ferait que vous serez moins concurrentiel par rapport à vos concurrents. L'autre possibilité, c'est effectivement de subventionner le bien à exporter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le prix du marché français. Il y a une partie de ce prix que vous allez payer de votre poche pour l'offrir sur le marché mondial à un prix inférieur. Alors ça peut être bien, par exemple, dans le cas où vous voulez augmenter le volume de marchandises vendues. Par contre, attention, parce qu'une partie du prix sort de votre poche. Dans le cas où vous avez les ressources à disposition et la main-d'œuvre à disposition, il vaudra toujours mieux chercher à se développer en interne. À partir de ce principe-là, vouloir protéger son marché avec des droits de douane est un excellent outil. Empêcher vos concurrents de venir saccager l'intérieur de votre marché ou de vous siphonner et de mettre votre balance commerciale en négatif. A l'inverse, si vous cherchez justement, vous avez déjà une position dominatrice sur le marché et vous cherchez complètement à tuer vos concurrents pour que leur économie s'effondre, leurs bâtiments licencient, etc. ne soient plus rentables, que ça vide leur liquidité de réserve, leur réserve de liquidité, je vais y arriver, pardon. Vous pouvez dans ce cas-là subventionner. Vous savez qu'une partie du prix sera payée avec votre argent, mais ça vous permet de mettre le prix tellement bas que vous allez peut-être réussir justement sur certains secteurs à ruiner vos concurrents ou à les forcer en tout cas à rediriger leurs biens vers leur marché intérieur ou autre. Bien sûr, ça marche aussi dans l'autre sens, sauf que là on inverse. Si vous subventionnez pour une importation, c'est parce que vous cherchez à fournir le bien que vous n'avez pas sur votre marché à vos entreprises pour moins cher. Donc là, c'est pareil. Vous en payez une partie du coût pour que vos entreprises puissent les acheter à moins cher et pouvoir produire d'autres biens. A l'inverse, si vous taxez des importations, vous protégez là aussi votre marché. Mais ça, je ne le conseille que si vous avez la ressource en interne. Si vous n'avez pas la ressource en interne, ça ne sert pas à grand chose de taxer les importations parce que résultat ça ne fera que limiter l'accès à vos entreprises qui en auront besoin. Et donc vous avez ça bien sûr pour tout. Hop. Donc moi je vous conseille ça de le régler directement au début de partie.
Et après, à la rigueur, en fonction de l'évolution de la situation, vous corrigez comme vous le souhaitez. Alors le troisième, c'est la sécurité alimentaire. Si vous avez vu ma vidéo sur les biens de prestige, vous savez que les poids par rapport aux denrées ont été modifiés. Et encore plus avec les biens de prestige. Donc pour le coup, on va faire un tour un peu plus souvent ici pour savoir ce que consomment les populations. De manière facile, ça vous évite de passer sur chaque pop. Et ça nous permet, par exemple, alors là, dans ce cas-là, vous voyez, le céréal n'est quasiment plus consommé par les populations, a été remplacé par la viande et les aliments. Ça me permet rapidement de le savoir. Ça me permet aussi rapidement de savoir, par exemple, que le prix des céréales est un peu élevé et qu'à la différence, bon, le prix de la viande n'est pas assez bas. Si vous avez des conditions de récolte négatives, elles s'afficheront ici. Si vous avez des famines, elles s'afficheront ici aussi. Vous voyez, on a légèrement quelques famines modérées. Si vous voulez, vous pouvez l'avoir par état. Donc, dans le cas d'une famine, c'est ce modificateur-là. Vous voyez là, carnatique, hop, famine. C'est le bol cassé. Et s'ils sont en grande famine, ben, c'est le poisson, enfin les arêtes de poisson. Pour finir, vous avez ici dans l'onglet membres. Alors là, tout simplement, ce sont les régions. Voilà, comme vous le voyez, le Rhône, la Bourgogne. Vous avez leur accès, le nombre de centres de commerce et bien sûr leur part du PIB dans celui de votre pays. Ici, vous avez un mode de carte et là, bon, on y est déjà, mais ça nous indique qu'on est en mode de carte par marché. Ok, au niveau de l'interface, on va parler maintenant des plaques tournantes du marché mondial. Alors, je vais utiliser un autre terme, je vais utiliser carrefour commercial, parce que pour moi, ça paraît quand même la meilleure traduction. Donc, pour avoir accès au marché mondial, il vous faut un carrefour commercial. Un carrefour commercial s'applique et se définit par une zone territoriale avec une continuité terrestre. Donc pour le coup, la France continentale, vous voyez que c'est un territoire terrestre avec une continuité territoriale. Donc toutes les marchandises de France, pour avoir accès au marché mondial, passent forcément par la province. Là par exemple, sur la Corse, vous ne voyez rien. Pourquoi vous ne voyez rien? Tout simplement parce que, je vais cliquer sur la Corse, on va aller dans Bâtiments, et vous voyez que je n'ai pas de centre de commerce. Et si je n'ai pas de centre de commerce sur une zone territoriale continue, ben, je n'ai pas accès au marché mondial. Je vais vous remettre un autre exemple avec l'Algérie. On a 3 territoires, il n'y a pas de continuité territoriale, donc chaque territoire est géré indépendamment. Je n'ai mis un centre de commerce qu'à Alger, il n'y a que Alger qui a accès au marché mondial. Les 2 autres ne l'ont pas. Je l'ai refait par exemple ici en Guyane, et vous voyez par exemple qu'en Carnatique, on n'en a pas non plus. Donc n'oubliez pas cette petite subtilité parce que ben, si vous n'avez pas mis un centre de commerce en fait dans la province où vous avez un port, bah, l'intérieur des terres n'y aura pas accès. Vous voyez, là par exemple en Côte d'Ivoire on n'a pas de port, donc dans tous les cas la Volta n'y aura pas accès. Ils ont toujours par contre accès au marché français, je le précise. Ils n'auront juste pas accès au marché mondial. Et là c'est pareil, ça peut être un moyen, si on ne veut pas par exemple que certaines de nos ressources dans les colonies se fassent piller, bah, tout simplement, vous ne leur donnez pas accès au marché mondial, ce qui fait qu'elles consommeront que ce qu'il y a dans le marché français. Un carrefour commercial peut se déplacer. Les arguments pour se déplacer, c'est que le niveau de port et le PIB d'une région soit nettement supérieur à celle où vous avez de base le carrefour commercial. Je prends un exemple, là on est en Provence, vous voyez qu'on a à peu près 9 millions de PIB, vous voyez qu'on a 5 niveaux de port. Si à l'inverse, je monte le port en Bretagne et que j'augmente le PIB, je peux le transférer. D'après Paradox, parce que je n'ai pas encore eu le temps de tester, il suffirait d'augmenter le niveau de port et le niveau de PIB à peu près 25% au-dessus du précédent pour le supplanter. On va maintenant vite fait parler des ports. Alors vous voyez, je suis dans le port de Provence. Donc les ports maintenant n'ont plus de limite. Donc vous pouvez le monter niveau 300 si vous voulez, c'est plus un problème. Comme d'habitude, ils consomment donc des navires, ça n'a pas changé. Sauf que ce qui a changé, c'est qu'ils vous donnent des convois qui eux sont là-haut et servent, donc comme vous le voyez, aux connexions portuaires. Donc ça c'est comme avant, c'est pour relier les différentes parts du marché, donc vos territoires outre-mer à votre marché capital. Les voies d'approvisionnement, ben là, comme d'habitude, ça n'a pas changé non plus, c'est quand vous envoyez des armées et autres, ça vous en consomme. Et le transfert de marchandises, alors là, c'est seulement dans le cas où vous passez un accord avec des traités. Ça ne s'applique pas pour le cas du commerce. Pour le commerce, par contre, ça produit un bien qui s'appelle la marine marchande. Cette marine marchande est une abstraction de la logistique. Elle est utilisée aussi bien pour le commerce terrestre que maritime. Donc là-dessus, vous ne prenez pas la tête. En parlant du commerce, il est maintenant automatique. Donc, pour faire simple, vous construisez un centre de commerce. Donc là, c'est ce qu'on a dans le Rhône. Ça lui donne de la capacité commerciale. Là, vous voyez, il est à 859. Vous voyez aussi qu'il utilise tout. Et vous voyez que 1 de capacité commerciale est utilisé pour échanger 8 unités d'acier. Ça dépend des biens. Vous
voyez par exemple sur le charbon c'est 14, sur la soie c'est 10, etc. Donc si vous cherchez l'info, elle est là. Vous voyez ici, vous avez une méthode de production qui vous permet de changer les quantités échangées. Au prix, comme vous le voyez, une augmentation de la consommation de la marine marchande. C'est un bâtiment qui peut être construit par l'État et par le secteur privé. Vous avez des réserves de liquidité et ça emploie de la population à un ratio de 1000 par niveau de bâtiment. Vu que c'est un bâtiment où les routes commerciales sont gérées automatiquement, dites-vous que les principales raisons qui vont le pousser à vendre ou acheter un bien, c'est tout simplement sa rentabilité. Donc, moi par exemple, là ici je suis dans le Rhône, on produit, comme vous le voyez, massivement de l'acier dans le Rhône. Pour pouvoir l'exporter, j'ai dû donc construire des centres de commerce. Là, vous voyez que le Rhône est dépendant, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'interface au niveau du marché français, mais là vous l'avez seulement pour la région, donc à 61% des exportations vers le marché mondial. Ici, vous avez le prix à l'exportation. Ici, vous avez donc le prix local. Ici, vous avez le prix à l'exportation. Ils ont d'ailleurs, bon, comme vous voyez, un petit bug là, inversé les trucs, ils se sont trompés de fenêtre, c'est pas grave. Et donc, vous le voyez dans l'info bulle, hein, mais on a aussi 12,5 de droits de douane qui est appliqué. Vous voyez que bon, il n'y a pas de subvention vu qu'on applique des droits de douane, c'est logique. Alors ici, vous avez tout ce qui est lié à l'avantage relatif. Chez les Anglais, ça s'appelle trade advantage. Le problème qu'on a actuellement, c'est que c'est buggé. J'ai même demandé à d'autres joueurs, etc. On s'est penché dessus, mais pour l'instant, les calculs qu'on fait, en fait, d'après leur formule de calcul, ne correspondent pas à ce qu'on a dans le jeu. Donc, pour le coup, je vous laisse de côté, je ferai une vidéo à part. Vous avez ici donc les pays qui importent, hein, et vous avez ici les recettes. Maintenant, on va parler des prix. Alors, vous voyez ici, par exemple, dans le Rhône, j'importe 84 d'engrais. Comme vous pouvez le voir aussi dans l'infobulle, le Rhône est dépendant à 100% des importations du marché mondial. Il faut savoir que ce qui compte, ce ne sera jamais le prix du marché mondial, parce que, in fine, que ce soit pour le marché mondial ou pour votre marché français, le prix qui sera payé sera toujours basé, lui, sur le MAPI, donc le prix local. Je vais vous montrer en allant dans le bâtiment qui consomme, par exemple de l'aniline. Vous voyez qu'on en a 33, vous voyez que ça nous coûte 1100. Simplement, vous faites 1100 divisé par 33 et vous avez le prix de 33,7. Par contre, là où le marché mondial joue son rôle, c'est que normalement, sur le marché local, le prix devrait être plus élevé que sur le marché français. Et vous voyez que pourtant, les deux sont quasiment équivalents, à 10 centimes près. Et ça, c'est dû au marché mondial. Donc, on paye toujours le prix local, qui est celui du Rhône, mais le prix local, malgré que la demande ne soit pas satisfaite, peut être plus faible que le prix dans le marché français si le prix sur le marché mondial est assez bas. Et maintenant, on va retourner sur l'acier. Donc on revient dessus par rapport à tout à l'heure. Pour faire simple, vous avez le prix de base, qui est donc défini sur le marché mondial. Là, pour le coup, il est de 50. Vous voyez ici les exportations et les importations. Et si, par exemple, demain, vous avez, on va dire, 20% d'exportation en plus que d'importation. L'offre sur le marché est donc plus importante que le besoin. Dans ce cas-là, le prix de base évoluera de 20% à la baisse. C'est-à-dire qu'au lieu de 50, on se retrouvera à 40. Donc là, tout le monde suit. Par contre, si vous êtes comme dans mon cas où, comme vous le voyez, le prix du marché mondial est de plus 17%, parce que le marché français contrôle 87% des exportations. Donc dans le cas où vous avez un contrôle suffisamment grand sur le marché, même si vous surproduisez un bien, et donc il y a une surabondance sur le marché, vous pouvez quand même le vendre proche du prix de base. Le prix ici peut monter jusqu'à 20% dans le cas où vous avez 100% de contrôle sur les exportations. Mais donc, c'est tout ça qui définit le prix sur le marché mondial. C'est à la fois la quantité disponible et la demande, mais c'est aussi combien d'acteurs sont positionnés sur le marché. Si vous avez qu'un seul acteur, comme moi c'est le cas avec la France, et qu'il est ultra dominant, le prix montera mécaniquement. On va maintenant vite fait voir tout ce qui est commercial au niveau des traités. Donc vous avez les privilèges commerciaux qui, comme son nom l'indique, vous permet donc de bénéficier d'un avantage commercial par rapport au commerce que vous effectuez avec la personne avec qui vous traitez. Donc là pour le coup c'est le fameux trade advantage que j'ai dit que je traiterai dans une autre vidéo vu qu'il est toujours encore un peu buggé. Mais donc techniquement ça veut
je dis bien techniquement, hein, parce que ce sera une fois que ce sera délogué, ça devrait vous permettre d'être, en gros, s'il y a une concurrence sur le marché mondial, prioritaire si vous avez un meilleur score par rapport à vos adversaires, dans le cadre des échanges. Vous avez donc bien sûr, ça ne change pas, c'est un truc qui existait déjà, c'est-à-dire les droits d'investissement. Vous avez pour les États enclavés, parce qu'ils n'ont pas accès à une mer, les accords de transit, qui vous permet de passer par les plaques tournantes du marché mondial. Vous avez les accords qui permettent de supprimer les droits de douane entre deux États. Et là, comme vous le voyez, par contre, il faudra choisir le bien où vous voulez que ça s'applique. Vous pouvez aussi demander l'arrêt des subventions. Là aussi, c'est sur un bien spécifique. Bien sûr, je vous précise, subventions commerciales. N'oubliez pas que les subventions de bâtiments ne sont pas affectées par ça. Vous pouvez aussi interdire le commerce avec le marché mondial. Ça peut être bien dans le cas où vous voulez être monopolistique sur un marché adverse. Vous pouvez appliquer des monopoles de compagnie, mais ça on y reviendra plus tard dans le cadre des compagnies. Et vous pouvez transférer des marchandises, donc là c'est pareil, hein. Vous sélectionnez la marchandise, vous sélectionnez la quantité, et ça vous permet toutes les semaines d'échanger tant de ressources. N'oubliez pas par contre que ça vous consommera ici les convois. C'est le fameux transfert de marchandises. Et pour le reste, on le verra plus en détail dans le cadre de la vidéo sur la diplomatie. Et on va finir par les lois. Alors pour les lois, voici le mercantilisme. Donc comme vous pouvez le voir, le mercantilisme, c'est fait pour exporter tout en protégeant le marché intérieur. Pourquoi ? Comme vous le voyez, les droits maximums sur les importations sont élevés, 50%. Les droits de douane sur les exportations, par contre, eux sont faibles, que 20%. Je précise que c'est le maximum que vous pouvez appliquer. Par contre, à l'inverse, les subventions sur les importations sont faibles. Mais là, ça se joint en fait avec les droits de douane élevés sur les importations. En gros, le but, c'est vraiment voilà, de ne pas importer. Et pour éviter justement que ça importe de manière automatique, et bien de pouvoir taxer comme des tarés. Et à l'inverse, vous voyez, subvention maximum sur les exportations, 50%. Et là, vous voyez, par exemple, l'avantage commercial sur les importations, c'est vraiment, en tout cas, une loi faite pour exporter. Vous avez ensuite le protectionnisme. Alors, pour le coup, le protectionnisme, pour moi, c'est en fait la plus souple. Pourquoi ? Parce que vous avez, comme vous le voyez, 50% de possibilités, que ce soit sur les droits de douane ou sur les subventions. C'est l'équilibre parfait. Vous avez aussi la résistance à l'influence, donc n'oubliez pas que si vous souhaitez rentrer dans un bloc, elle sera problématique. Et vous avez pour finir libre-échange. Alors libre-échange, c'est très bien quand on veut, entre guillemets, exporter, ou quand on veut importer, dans le sens où le fait qu'on puisse subventionner à fond nous permet littéralement de trucs. Par contre, vous ne pouvez pas appliquer de droit de douane. Donc pour moi, le libre-échange, même si on a un avantage commercial dans les deux sens, que ce soit à l'import ou à l'export, pour moi, le libre-échange est vraiment réservé à ceux qui sont ultra-dominateurs. Donc les 3-4 plus gros marchés en fait, de la planète, qui sont tellement gros qu'ils par essence ne pourront pas être bousculés en fait, facilement par un concurrent. Ils peuvent passer en libre-échange, ils ont un avantage de tous les côtés, mais parce que leur marché justement est trop gros pour être secoué. Voilà, je ne le recommanderais pas sur un petit état. Vous seriez littéralement à la merci de n'importe quel marché plus gros que le vôtre. Et pour finir, l'isolationnisme, mais bon, l'isolationnisme, je pense que tout le monde a bien compris ce que c'était, et surtout c'est réservé en général en position de départ sur certains pays, mais c'est pas des trucs que vous irez chercher de vous-même, il y a trop de malus pour que ce soit intéressant. Cela conclut donc ce guide sur le commerce. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo. Si vous avez des remarques, bien sûr, en commentaire ou des questions, j'y répondrai dès que possible. Et je vous dis à la prochaine.